participantes, bien le bonjour à vous. Je m'appelle Garan Koulibaly, documentaliste, ingénieur documentaire, diplômé de l'EBAD au Sénégal et président de la commission études et formation de l'Association sénégalaise des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et le plaisir d'être le modérateur de cette session sous le thème bibliothécaire universitaire et usagers, réinventer la relation à l'ère du numérique. Nous sommes réunis aujourd'hui, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce qu'un changement profond traverse nos environnements universitaires. Un changement silencieux, puissant, celui des usages numériques, des comportements informationnels et des attentes des usagers. Un changement qui nous oblige, nous, bibliothécaires, à revoir nos manières de faire, d'accompagner, de former et surtout d'interagir avec le public. Chaque jour dans nos bibliothèques, nous voyons défiler des usagers aux profils multiples. Certains parfaitement à l'aise dans les environnements numériques, d'autres en quête de repères et d'autres encore noyés dans la surcharge informationnelle. Nous voyons aussi des enseignants et des chercheurs qui ajustent leurs pratiques, expérimentent de nouveaux outils et cherchent de nouvelles manières de collaborer. Et dans le même temps, le numérique montre à la fois sa capacité à faciliter l'accès au savoir et ses limites lorsqu'il s'agit d'accentuer les inégalités dans les compétences des usagers. Mesdames et messieurs, la thématique qui nous réunit aujourd'hui, réinventer la relation entre bibliothécaires universitaires et usagers à l'ère du numérique est donc essentielle. Comment orienter sans enfermer? Comment rester un repère fiable dans un monde où la circulation de l'information s'accélère? Mais surtout, comment garder l'humain au cœur de la relation dans des usages de plus en plus dématérialisés? Mesdames, Messieurs, ce webinaire se veut un espace d'échange, de partage, de questionnement, mais surtout essayer de trouver des solutions durables face à cette nouvelle tendance donc qu'impose le numérique à tout professionnel dans les universités du monde. Merci beaucoup pour votre attention et à présent, veuillez me permettre d'introduire la présidente de l'AIFBD pour son mot d'ouverture. Madame la Présidente, si vous êtes avec nous, vous pouvez activer votre micro. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté d'être le modérateur de ce webinaire. C'est jamais facile d'être modérateur, ça demande une grande capacité de synthèse. Et merci aux intervenants, bien évidemment. Alors, en tant que président de l'AIFBD, je suis vraiment très heureuse d'ouvrir ce premier webinaire de l'année 2026 qui est consacré aux transformations de la relation entre bibliothécaires universitaires et usagers à l'ère du numérique. Alors, je tiens vraiment à remercier chaleureusement, bien évidemment, toutes celles et ceux qui ont œuvré à la préparation de cette rencontre. Et Dieu sait si c'est un travail long et difficile qui demande beaucoup de temps, depuis la conception du programme qui est très intéressant jusqu'à sa mise en ligne qui aura lieu, et bien évidemment toute la logistique technique. Merci aux intervenants. Alors, merci à Monsieur Koulibaly, bien évidemment, de modérer ce webinaire. Et merci infiniment à Monsieur Yumba et Monsieur Manim qui vont intervenir sur des sujets qui les animent et dont ils sont les experts. Et bien sûr, on vous remercie tous, et toutes et tous, participants et participantes, de choisir de consacrer ce temps-là à cette réflexion collective. Bien évidemment, si ce travail préparatoire en coulisses et la présence de tous ceux qui sont là n'étaient pas présents, eh bien, le webinaire n'existerait pas. Alors, je dois vous présenter j'essaye de vous présenter très rapidement, même si vous le connaissez déjà, notre association. Donc, l'Association internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes rassemble, vous le savez, des professionnels de plusieurs continents autour d'une langue commune, le français, mais surtout autour de préoccupations qui sont partagées, comme l'accès à l'information, le rôle des bibliothèques dans nos sociétés, la transformation numérique, dont on va parler évidemment aujourd'hui, et la coopération internationale, puisque, regardez bien, nous sommes tous issus des différents pays et différentes zones, en tout cas géographiques du monde. Ce qui nous réunit, c'est non seulement
la matière, le champ professionnel, bien évidemment la langue, le français. Donc, quelles sont les missions de la FBD? Première chose, et ça c'est très important comme toutes les associations, hein, fédérer un réseau. Et c'est une association professionnelle, donc il s'agit de fédérer un réseau de bibliothécaires et de documentalistes francophones de façon à ce qu'on puisse favoriser les échanges d'expériences entre eux, le partage des ressources et la connaissance mutuelle. Alors ça se fait à diverses occasions qu'on va développer, hein, bien évidemment. Euh, Renforcer la coopération avec d'autres associations, ce qu'on fait de plus en plus, hein, en établissant des partenariats, afin que la voix des professionnels francophones soit entendue dans les débats internationaux. Je rappelle que notre école d'été dernier, en mai dernier, c'était à Québec, au moment d'un parallèle du sommet de la francophonie, que nous avons pu faire entendre la voix auprès des ministres de la francophonie sur place. Et j'ai rappelé à quel point, pour ceux qui ont assisté en ligne à cette université d'été, combien les gens, les personnes, les professionnels des pays du Sud étaient très largement défavorisés, ce qui n'est pas juste du tout, parce que ils avaient beaucoup de difficultés. D'abord, ça coûtait effectivement très cher de se déplacer, mais surtout, ils avaient beaucoup de mal à obtenir des visas, ce qui est parfaitement injuste. Donc voilà, il faut que la voix des professionnels francophones soit entendue dans les débats internationaux sur l'information euh, et la diversité évidemment linguistique et culturelle. Et l'AIFBD, bien évidemment, soutient le développement professionnel. Elle organise des congrès. On va faire un petit, enfin, il y aura plutôt un congrès très important en 2027, mais je vais quand même aller à Busan, en Corée du Sud, cet été, où il y aura quelque chose de prévu normalement sur le site de l'Alliance française. Alors, des colloques, de l'école d'été. Alors, je ne sais pas, je pense qu'on ne l'a pas encore tout à fait annoncé officiellement, mais je pense que les bruits circulent. Cette année, nous aurons notre école d'été au mois tout début mai à l'EBAD, donc au Sénégal, à Dakar. Je tenais absolument, comme un certain nombre d'entre nous, que ce soit vraiment en Afrique, avec un programme sur lequel Madame Chantal Mokouko a vraiment commencé, c'est elle qui a défriché tout le programme et qui va continuer à travailler avec les enseignants-chercheurs de l'EBAD pour peaufiner et développer ce programme. Et puis évidemment, nous organisons des webinaires comme celui auquel vous assistez, et puis des échanges. Donc vous voyez que euh, l'AIVD travaille sur des thématiques qui croisent directement ce sujet, donc le rôle des bibliothèques dans le développement, les enjeux de transformation numérique, la place des bibliothèques francophones dans les grandes orientations internationales, et évidemment la promotion des initiatives venues d'Afrique, puisque le plus grand nombre de nos adhérents sont en Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord, puisque nous avons quand même des adhérents en Amérique du Nord. D'ailleurs, Hélène Huet, qui est notre hôte et qui nous met son outil à disposition, qui a pris vos inscriptions, est en Amérique du Nord. Alors, quel est le lien avec le webinaire? Bien évidemment, je ne veux pas m'appesantir parce que M. Koulibaly a très bien formulé tout cela. Donc, évidemment, à l'ère du numérique, la relation entre bibliothécaires universitaires et les usagers se transforme. Les attentes des étudiants et des chercheurs évoluent, ce qui est normal. Les parcours d'accès à l'information se complexifient. Et puis, les outils numériques se multiplient, mais ne résolvent pas tout. N'oublions pas qu'il y a aussi une fracture numérique très importante, enfin très importante. J'espère qu'elle va se résoudre, s'aplanir entre les pays du Nord et les pays du Sud. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité donner la parole à des collègues de bibliothèques universitaires africaines dont les expériences montrent à quel point l'inventivité, l'adaptation aux réalités locales, parce que ça c'est essentiel, et la coopération sont au cœur des réponses qui sont apportées aux besoins des usagers. Voilà. Donc, je vais arrêter d'être bavarde et laisser la place à nos intervenants qui vont certainement nous proposer des retours d'expérience peut-être concrets, des outils peut-être, des dispositifs mis en place. Et puis, évidemment, il y aura un temps d'échange
pour que vous puissiez poser vos questions et puis peut-être, j'espère, partager vos propres pratiques. Vous savez que ce webinaire est enregistré, donc il sera diffusé bien évidemment par la suite, ce qui permettra de garder un peu des traces de tout cela. Merci beaucoup et puis voilà, bon webinaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour ce mot d'ouverture qui lance le ton de ce webinaire. Elle a également évoqué nos deux intervenants qui sont tous deux des universitaires, à commencer par M. Eli Yumba, qui est une figure incontournable du monde documentaire et du numérique au Gabon. Donc, il est directeur de la bibliothèque universitaire centrale de l'université Omar Bongo. Il joue un rôle majeur dans la modernisation des services d'information et le développement de l'enseignement en ligne. Donc, coordonnateur académique adjoint à l'Université du Gabon et enseignant vacataire, il a contribué à plusieurs projets panafricains d'e-learning. Il a également occupé des responsabilités internationales, ancien membre du comité permanent de la section technologie de l'information à l'IFLA et membre fondateur ainsi qu'ancien vice-président du conseil d'administration de notre association, donc l'AIFBD. Un parcours marqué par l'expertise, l'engagement et une vision claire de l'avenir des bibliothèques africaines. Donc, à côté de M. Eluyumba, nous avons un autre professionnel, confirmé dans l'information documentation, avec une expérience solide dans des institutions reconnues au Togo, dont la Bibliothèque universitaire de Lomé, l'Office togolais des recettes et Togo Oil Company. Il a également travaillé dans le milieu éducatif international avant de rejoindre la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, où il pilote aujourd'hui la gestion documentaire et les archives institutionnelles. Donc, un profil polyvalent, ancré dans la pratique et engagé dans l'évolution des services documentaires, M. Koukou Manim. Donc, il sera le premier intervenant. Après nous passerons la parole à M. Eli Yumba. M. Koukou Manim, si vous êtes avec nous, vous pouvez activer votre micro. Lui, donc, son sujet, repenser la relation avec les étudiants et les enseignants. Monsieur Koukou Manim, si vous êtes avec nous, vous pouvez activer votre micro. Oui, Monsieur Oui. Manim, Oui. allez-y. Donc, 20 minutes pour faire l'économie, on va dire, de toute l'expérience que vous voulez nous partager. 20 minutes. Euh, Merci. Mon écran se fait voir? Monsieur Manim, oui, c'est bon. L'écran se fait voir? Oui, c'est bon. Ok, merci. Euh, bonsoir, chère présidente. Monsieur Koulibaly, le modérateur, recevez mes salutations. Chère section visibilité de l'Association internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes, recevez aussi mes salutations depuis vos positions respectives. Comme vous venez de le dire, moi c'est Koukou Manim, documentaliste de formation et actuellement chargé de la documentation à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC au Togo. Nous sommes regroupés ce soir pour ensemble discuter ou débattre sur un thème général qui n'est pas nouveau, bibliothécaires universitaires et usagers, réinventer les relations à l'ère du numérique. Le sous-thème sur lequel moi je suis chargé de vous entretenir ou de débattre avec vous, de repenser la relation avec les étudiants et les enseignants à l'ère du numérique. C'est-à-dire comment le bibliothécaire universitaire doit repenser sa relation avec les étudiants, non seulement avec les étudiants, mais aussi avec les enseignants à l'ère du numérique. Donc, le travail va se présenter sous un plan. D'abord, une petite introduction. Ensuite, la posture du bibliothécaire à l'ère du numérique. Et en deux, approche centrée sur les études, sur les étudiants. En trois, la collaboration avec les enseignants. Et en quatre, les outils numériques au service des relations. Et en cinq, bibliothèque
inclusive et participative. Et on finit peut-être avec une sensibilisation sur les dangers du numérique et avec une petite conclusion. Donc, vu que le temps qui nous est imparti n'est pas aussi grand, nous allons commencer en même temps avec l'introduction. Donc, aujourd'hui, le numérique a profondément transformé l'université. Les étudiants utilisent aujourd'hui massivement les outils numériques pour apprendre, chercher l'information et communiquer. Les enseignants universitaires, quant à eux, s'appuient de plus en plus sur les ressources électroniques. Non seulement sur les ressources électroniques, mais sur les plateformes aussi pédagogiques. Donc, dans ce contexte, le bibliothécaire universitaire ne peut plus se limiter à un rôle traditionnel de gestionnaire de collection. Non, ils doivent repenser sa relation avec les étudiants. Donc, et non seulement avec les étudiants, mais aussi avec les enseignants afin de répondre à un nouveau besoin informationnel, pédagogique et scientifique. Donc, ce qui nous amène à se poser la question de savoir quelle doit être la position actuelle du bibliothécaire à l'ère du numérique. Donc, le bibliothécaire doit quitter la relation institutionnelle à une relation de partenariat. C'est-à-dire, bon, on entend par relation institutionnelle les liens formels établis entre des personnes ou des institutions ou des structures dans le cadre de règles, des statuts ou de fonctionnement officiel d'une institution. Et les relations de partenariat, c'est la collaboration volontaire entre deux ou plusieurs acteurs qui travaillent ensemble sur un pied d'égalité pour atteindre des objectifs communs et de partager ensemble leurs ressources. Donc, quand on dit le bibliothécaire universitaire doit quitter les relations institutionnelles à une relation de partenariat, c'est-à-dire il doit se positionner comme un partenaire pédagogique. Donc, à l'ère du numérique, le bibliothécaire change de posture. Il devient un allié pour les étudiants, non seulement un allié pour les étudiants, mais aussi un partenaire des enseignants, allié pour les étudiants dans leur réussite académique et un partenaire pour les enseignants dans leur mission d'enseignement et de recherche. Donc, de cette nouvelle posture doit favoriser la confiance et la collaboration et la reconnaissance même du rôle du bibliothécaire au sein de la communauté universitaire. Donc, il doit être présent là où sont les usagers. Ici, ces usagers, c'est les étudiants, non seulement les étudiants, mais aussi les enseignants, sans oublier la consultation extérieure. Donc, aujourd'hui, la relation ne se limite plus au mur de la bibliothèque. Non, le bibliothécaire doit être présent sur les plateformes numériques. Non seulement sur les plateformes numériques universitaires, il doit aussi communiquer via les mails et même les ressources, les réseaux sociaux. Donc, le bibliothécaire doit alors adopter une approche centrée sur les étudiants. Donc, quand il doit adopter une approche centrée sur les étudiants, c'est-à-dire accompagner la diversité des compétences numériques. Nous sommes conscients, surtout pour l'université de Lomé, parce que c'est ça, je maîtrise un peu le mieux. Et les étudiants viennent de divers horizons. Quand ils viennent de divers horizons, nous avons fait le constat que ceux qui viennent des zones urbaines ou les villes maîtrisent mieux les outils numériques que ceux qui viennent des zones rurales ou de l'intérieur du pays. Donc, les étudiants n'ont pas tous le même niveau de maîtrise du numérique. Ils n'ont pas tous les mêmes niveaux de maîtrise du numérique. Donc, le bibliothécaire doit former les étudiants sur l'utilisation du numérique. Donc, face à cette diversité, vu qu'il est en présence de deux catégories
d'étudiants, ceux qui maîtrisent et ceux qui ne maîtrisent pas mieux. Il doit proposer des formations différenciées selon les catégories, selon les deux catégories. Donc, et utiliser des langages simples et après progressifs et privilégier même des exercices pratiques, question de les amener à mieux maîtriser la formation, au fait. Donc, l'objectif est clair. Ça doit permettre à chaque étudiant de devenir autonome face à l'information numérique. Donc, il doit aussi former à la maîtrise de l'information. Former les étudiants à la maîtrise de l'information. C'est-à-dire, il doit aider les étudiants à la recherche efficace de l'information scientifique, évaluer la fiabilité des sources, parce que nous sommes tous conscients, consulter une mauvaise source, c'est avoir une mauvaise information. Ça, c'est clair. Donc, et éviter aussi le plagiat en utilisant les logiciels anti-plagiat. Comme un exemple de logiciel pour éviter le plagiat, je peux citer Turnitin et Compilation. Ce sont des logiciels qu'un bibliothécaire universitaire peut installer sur ses ordinateurs afin d'éviter les plagiats, les copier, coller et consorts là. Donc, utiliser aussi des logiciels, utiliser aussi des outils comme Google Scholar pour la rédaction de leur mémoire et de leur thèse, et c'est Sotero et des bases de données académiques. Donc, les Sotero, en passant, c'est un outil qui permet aux étudiants, non seulement aux étudiants, mais aussi aux enseignants de rédiger leur mémoire ou leur thèse, surtout centrée sur la bibliographie, et les citations. Donc, et aussi les bases de données. Donc, aider le bibliothécaire universitaire doit aider les étudiants à consulter ou à visiter souvent les sites web et les plateformes et les portails documentaires comme Ken Info. Chez nous, à l'Université de Lomé, il y a Ken Info, mais il faudrait que pour qu'un étudiant ait accès à cette plateforme, il faudrait qu'il soit inscrit à la bibliothèque universitaire pour pouvoir avoir accès à la documentation qui se retrouve sur Ken Info. Donc, aujourd'hui, le bibliothécaire ne transmet pas seulement des savoirs, il développe des compétences durables. Donc, ce qui nous amène actuellement à parler du renforcement de la collaboration avec les enseignants. La collaboration avec les enseignants. Donc, à ce niveau, le bibliothécaire s'affirme désormais comme un membre à part entière de l'équipe pédagogique. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille plus pour l'enseignant, mais il travaille avec l'enseignant. C'est-à-dire qu'il pratique le co-enseignement. Donc, ensemble, ils conçoivent des séquences pédagogiques où les savoirs disciplinaires et des compétences informationnelles, où les compétences informationnelles se complètent. Donc, le bibliothécaire universitaire devient ainsi un expert, un formateur pour ses collègues et en assurant une veille sur les outils numériques, l'intelligence artificielle et l'évolution des pratiques des étudiants. L'intelligence artificielle avec peut-être ChatGPT ou Copilot, ça, bon, ce sont des exemples que je cite en parlant de l'intelligence artificielle. Donc, le bibliothécaire universitaire ici doit alors soutenir la recherche scientifique des enseignants. C'est-à-dire qu'il doit accompagner les enseignants dans l'accès aux revues électroniques, la gestion des références bibliographiques, la valorisation des productions scientifiques, surtout à travers les archives ouvertes ou les dépôts institutionnels. Donc, de ce fait, il doit exploiter le numérique pour renforcer la relation. Donc, le numérique permet de proposer des services de référence en ligne,
des services de référence en ligne, des formations en ligne, des webinaires comme ce que nous sommes actuellement en train de faire, des tutoriels vidéo ou des guides numériques, la réservation même ou la consultation à distance des ressources. Donc, les services deviennent plus accessibles, plus accessibles, plus flexibles et mieux même adaptés aux usagers actuels. Donc, le bibliothécaire doit aussi communiquer de manière très dynamique. Il doit aussi communiquer de façon très dynamique. C'est-à-dire, le bibliothécaire, il doit utiliser les applications comme WhatsApp, Telegram, Facebook, X, et Messenger, LinkedIn ou quoi que sais-je, pour informer le plus rapidement possible ses usagers. Il peut aussi mettre en place des fakes numériques et diffuser régulièrement les nouveautés documentaires et les opportunités même de formation. Donc, dans ces conditions, le bibliothécaire doit adopter une posture. Dans ces conditions, le bibliothécaire doit adopter, le bibliothécaire doit adopter une posture inclusive et participative. C'est-à-dire réduire les inégalités numériques, c'est-à-dire, comme je venais de le dire plus haut, le bibliothécaire joue un rôle clé dans l'inclusion numérique, c'est-à-dire qu'il accompagne les étudiants, comme je venais de le souligner plus haut en parlant c'est pas tous les étudiants qui ont une maîtrise du numérique. Donc, il doit accompagner les étudiants les plus vulnérables et œuvrer pour la démocratisation et de l'accès à l'information scientifique. Donc, le bibliothécaire universitaire aussi doit impliquer les usagers, non seulement les étudiants, mais aussi les enseignants dans ces travaux. C'est-à-dire, ici, la relation doit être participative. Le bibliothécaire recueille les besoins et les suggestions associés étudiants et enseignants à l'amélioration des services. Donc, ce qui nous amène enfin à parler de la sensibilisation sur ce qui nous amène à parler de la sensibilisation sur les dangers du numérique, Dans une bibliothèque universitaire, le numérique est très utile dans l'accès rapide à l'information, l'accès rapide aux bases de données, l'accès au catalogue en ligne, mais il présente aussi plusieurs dangers. En citant le premier danger lié à l'accès à l'information, comme la désinformation et les sources non fiables, consultées comme référence scientifique. Comme je venais de le dire, c'est pas consulter une mauvaise source, c'est automatiquement avoir une mauvaise information. Et donc, les dangers, ça, c'est déjà un danger. Le deuxième danger aussi, c'est le plagiat académique facilité par les copies collées et comme que je venais de citer encore plus haut, en donnant les logiciels, en proposant des logiciels que le bibliothécaire universitaire peut utiliser pour limiter ces histoires de plagiat, les copies collées et tout ça. Donc, le deuxième, les dangers pour les usagers. Sans oublier, il y a aussi la dépendance excessive du numérique. La dépendance excessive du numérique, c'est-à-dire les étudiants actuellement adorent plus et le numérique et abandonnent catégoriquement l'ouvrage physique. C'est-à-dire ils sont tous focalisés sur le numérique et ils vont complètement abandonner l'ouvrage physique.
Donc, les dangers liés aux usagers, le cyberharcèlement qui se passe actuellement partout sur les réseaux sociaux et les espaces numériques universitaires, et les pertes de concentration, les pertes de concentration causées par les distractions en ligne par rapport à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, en conclusion, nous pouvons dire, à l'ère du numérique, repenser la relation entre le bibliothécaire universitaire, les étudiants et les enseignants est une nécessité stratégique. C'est-à-dire en devenant médiateur de l'information, formateur, accompagnateur et partenaire pédagogique, le bibliothécaire s'impose comme, comme un s'impose comme un partenaire stratégique, comme un acteur central de la réussite académique et de la qualité et de la recherche. Donc, cette relation renouvelée, fondée sur la collaboration et l'innovation, permet à la bibliothèque universitaire de s'adapter aux défis du numérique et de renforcer son rôle au sein de l'université. Et chers participants, chers présidents, chers modérateurs, voici de façon ramassée ma présentation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Manim. Merci déjà d'avoir resté dans le temps. J'espère que je suis dans le temps. Oui, effectivement, vous êtes dans le temps. Merci beaucoup pour ça. Merci d'être revenu sur cette présentation très intéressante que vous avez débutée en parlant de la nécessité de dépasser donc la relation institutionnelle et aller vers une relation donc de partenariat entre le bibliothécaire et les usagers. Vous avez également évoqué le fait que du point de vue des étudiants, l'accompagnement donc à la formation, à la maîtrise de l'information, mais également à essayer de rectifier la fracture qui existe entre les différents niveaux, des différents niveaux de compétences informationnelles et du point de vue également des enseignants, encourager la collaboration et la co-construction de connaissances. Et vous avez terminé avec deux points très essentiels, à savoir la communication dynamique avec donc le public et les risques liés à l'usage et à l'importance donc de la sensibilisation aux effets des outils du numérique. Merci beaucoup, M. Manim, pour ce brillant exposé. À présent, pour les questions, et les commentaires, les suggestions, nous allons donc donner la parole au public à la fin de l'intervention de M. Yumba. Donc, nous allons de ce part introduire. Merci pour le partage d'écran, M. Manim. Donc, vous pouvez arrêter le partage d'écran. Et M. Yumba, si vous êtes avec nous, vous pouvez vous aussi activer votre micro et vous avez 20 minutes. Donc, que nous jugeons très peu toujours pour un peu partager toute votre expérience et surtout de nous parler de ce thème très intéressant que vous avez choisi, à savoir les mêmes Internet et la recherche d'informations en bibliothèque universitaire. Monsieur Yumba, la parole est à vous. Merci. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, Monsieur Yumba, nous entendons. Très bien. Bonjour ou bonsoir à tous. Et c'est selon le lieu où vous me suivez à travers la planète, hein, parce que j'imagine que nos amis de Québec ou de Montréal sont connectés et il fait encore matin là-bas. Nous adressons évidemment à un public assez divers et varié, c'est-à-dire pas seulement les bibliothécaires. J'imagine nous avons les autres usagers, nos étudiants qui beaucoup ont demandé comment est-ce qu'il fallait se connecter et j'ai dit qu'il fallait plutôt tout simplement s'inscrire pour être sur le réseau et pouvoir suivre cette conférence en ligne. Du coup, je me permets de souhaiter bonne heureuse année à tout le monde, hein. Nous sommes encore au mois de janvier, donc on peut encore se le permettre. Et j'ajoute que c'est un immense plaisir pour moi et un honneur, hein, de faire partie des animateurs de ce premier webinaire de l'année 2026, organisé par l'AFBD à travers la section visibilité, que je remercie encore une fois d'avoir pris attache avec ma modeste personne. Euh, euh,
Alors, ici, nous allons donc évoquer un thème que nous avons tous constaté. D'ailleurs, l'administrateur, le conseil d'administration de l'AFPD, dans la présentation de ses vœux, a relevé justement cette montée du désordre informationnel. J'ai vraiment souligné cet aspect dans les vœux là, désordre informationnel à travers le monde. Et nous, bibliothécaires, nous, gestionnaires de l'information et de la documentation, nous sommes toujours au centre de cette actualité. J'ouvre une petite parenthèse à ce niveau, tout simplement, pour dire par exemple que récemment, il y a eu une information qui a circulé où on disait que le président Macron avait été victime d'un coup d'État et que j'ai eu des collègues, des enseignants, des étudiants qui se sont rapprochés de moi pour vérifier cette information. Voyez-vous? Et moi, je me dis, mais attendez, ça c'est certainement, ça fait partie de même Internet. Ou alors c'est un fake news. Évidemment, en vérifiant l'information, c'était pas du tout vrai. Et vous imaginez que même un chef d'État africain s'était permis d'interpeller son collègue français pour savoir si cette information était vraie ou fausse. Bon, bref, c'était donc juste une parenthèse que j'ouvrais ici. Donc, il nous revient donc, nous, à nous, professionnels de l'information et de la communication, de sensibiliser les collègues professionnels, les usagers, sur l'influence de la pratique des technologies numériques dans la structuration et la conception des stratégies de recherche de l'information fiables et viables. Aussi, nous estimons que les professionnels de l'information qui gèrent l'information et les documents dans les bibliothèques universitaires doivent régulièrement se ressourcer sur les méthodes de lutte contre le phénomène de la désinformation sur la pratique du numérique. Nombreux sont donc ces outils ou programmes informatiques de pièges liés à l'intelligence artificielle. On parle de deepfake, de fake news, d'Internet, même Internet, de bus, etc. Et justement, nous avons donc choisi l'un des outils utilisés par les usagers, c'est les mêmes sur Internet que nous voulons entretenir avec les participants. Je peux me permettre de partager mon écran là. Ouais. Oui, Allô? monsieur Kemba. Est-ce que ça Oui, passe monsieur là? Kemba. Oui, est-ce que vous voyez mon écran là? Non? Non, pas encore. Pas encore, pas encore. Oh là. Donc, Donc, alors, essayez je le de... partager. Voilà, je le partage. Et voilà. Je crois que ça va là? Oui, c'est bon, c'est bon. Vous C'est bon, c'est pouvez bon. également mettre en plein écran. Ou si c'est bon également, ça. Alors, Mhm. voilà. Donc, j'ai préparé une communication sur la diffusion des mèmes sur Internet avec l'impact sur la recherche de l'information en bibliothèque universitaire. Alors, nous avons euh, un plan là. Voilà. Dans le plan, nous allons présenter quelques définitions, c'est-à-dire les définitions des concepts clés, les principaux concepts de notre intervention. Ensuite, on aura les conséquences de ces définitions-là, des concepts. Ensuite, une restriction du concept même sur Internet, parce qu'il y a tellement de confusion dans les termes, beaucoup de confusion dans les définitions des termes. Nous avons même des termes qui naissent du jour au lendemain et qui parfois ne signifient pas la même chose, mais qu'il faudrait toujours cerner, notamment par nous, les professionnels de l'information et de la documentation, pour mieux les comprendre. Donc ensuite, le quatrième point porte sur l'impact des mêmes dans la recherche de l'information en bibliothèque universitaire. Ensuite, comprendre les mêmes Internet afin de bien l'exploiter, parce que tous les mêmes ne sont pas nécessairement des mêmes négatifs. Il y en a qui sont positifs, qui peuvent être exploités par les gestionnaires de l'information et de la documentation dans les bibliothèques, au service des étudiants et d'autres usagers, notamment les enseignants. Et enfin, nous évoquerons les astuces et les outils pour éviter les pièges liés même sur Internet. Alors, le premier thème que nous avons développé, c'est donc une bibliothèque universitaire. Avec tout ce que nous connaissons, tous autant que nous sommes en termes de professionnels, nous savons tous qu'un service, une bibliothèque, c'est un service documentaire centralisé au sein de l'université
qui offrent des ressources, que ce soit des ressources numériques ou des ressources bibliographiques, et des espaces d'études, de travail, de groupes de recherche ouverts à tous les étudiants et parfois publics extérieurs, favorisant la réussite académique et l'accès au savoir. La bibliothèque universitaire, c'est également une structure qui doit fournir des ressources constituées de collections exhaustives, des livres numériques, des bases de données, la presse, etc. C'est un lieu qui doit offrir des espaces, créer des environnements propices au travail, individuel ou collectif, calmes et équipés avec des postes informatiques. La bibliothèque universitaire, c'est également une institution qui doit concourir à l'excellence universitaire et contribuer positivement à la réussite et à l'investissement dans les études. C'est un lieu d'échange pour les connaissances et les savoirs. Et enfin, une bibliothèque universitaire accomplit des missions et exerce des fonctions qui évoluent avec le temps. Évidemment, les réalités dans nos pays africains ne sont pas toujours celles-là, mais il faudrait par exemple que pour ce dernier point, nous puissions évoluer avec le temps, comme je le disais tout à l'heure, avec le numérique. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'un bibliothécaire? Alors, comme nous avons entendu tout à l'heure avec le collègue qui nous a précédé, le bibliothécaire est un acteur qui s'impose, qui a toutes les stratégies pour permettre à ce que la structure qu'il gère, l'information qu'il gère, puisse être à la disposition de l'usager. Et selon le dictionnaire Hachette, la première définition que nous proposons ici, disons premiers éléments, un bibliothécaire est une personne préposée à la garde et au sein d'une bibliothèque. C'est une définition, on va dire, classique, mais on peut également, et ça se dit le plus souvent, un bibliothécaire est un gardien. Un gardien dans le sens de conservateur des savoirs et des connaissances. Ce n'est pas un vigile. C'est-à-dire, le bibliothécaire, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour garder les ouvrages infodocumentaires. C'est un gardien, un conservateur des connaissances et des savoirs. Mais c'est surtout un érudit, c'est-à-dire une ressource personnelle de savoir. Généralement, les étudiants, les collègues enseignants et autres viennent vers nous pour vérifier une information, pour s'informer, pour se cultiver, parce que généralement, on nous considère comme des personnes ressources, comme des érudits. Ensuite, un bibliothécaire, c'est un metteur en ordre. Généralement, un bibliothécaire, un professionnel d'information, c'est quelqu'un qui met de l'ordre, qui est ordonné, quel que soit le lieu où il se trouve, à la maison, au bureau. On doit se rendre compte que c'est quelqu'un qui met de l'ordre. C'est un communicateur, oui. Ensuite, c'est un formateur, évidemment. Hein, nous formons, je ne vais pas m'étendre là-dessus, étant donné que le collègue tout à l'heure avait déjà longuement évoqué là-dessus sur le rôle que joue le bibliothécaire en milieu universitaire. Et enfin, c'est un médiateur ou un intermédiaire entre l'information stockée, les documents stockés et les usagers qui viennent vers nous. L'autre terme que nous avons défini, c'est le thème principal de notre rencontre, c'est-à-dire les mèmes Internet. Alors, qu'est-ce qu'un mème Internet? Ben, ce sont des courts messages comiques gagnant rapidement une forte popularité sur Internet en étant partagés, modifiés et commentés au fur et à mesure. C'est-à-dire, chaque fois que l'information arrive chez un usager, eh ben, elle est multipliée, republiée avec des commentaires, avec des déformations, faisant en sorte que l'image ne puisse plus être la même, l'information ne puisse plus être la même qu'au départ. Donc, les mêmes peuvent se décliner également sous la forme de vidéos ou de petits GIF. Ils servent à souligner l'absurdité d'une situation, d'un commentaire, d'une discussion, et sont de véritables éléments partagés de la culture Internet. Alors, le deuxième terme que nous avons défini, que nous présentons ici, c'est un terme un peu néologique, mais nos amis du Montréal, hein, Québec, c'est très fréquent chez eux. Ils parlent souvent de mémosphère. Mais c'est quoi la mémosphère? C'est l'univers ou l'écosystème des mèmes, c'est-à-dire les images, les vidéos et autres éléments qui sont détournés. C'est l'ensemble des créations, des plateformes et des réactions qui se propagent sur Internet, souvent de manière humoristique et parodique. C'est la sphère d'influence des mèmes, ces concepts culturels qui se répandent sur les réseaux sociaux et le web. La fonction, elle sert à commenter l'actualité, critiquer, la parodier et créer un sentiment de communauté autour de références partagées, comme avec la politique québécoise cambriolage du Louvre, le cambriolage du Louvre par exemple. Les caractéristiques, les mêmes, ils sont créés, partagés, modifiés et deviennent des phénomènes viraux avec des pages dédiées qui les alimentent.
Exemple, nous avons l'ancien Premier ministre ou le Premier ministre Justin Trudeau, qui régulièrement, lorsqu'il sort sur les médias, eh ben, il est souvent dynamité avec des illustrations un peu dynamiques parfois pour rigoler un peu. Notre thème de notre concept que nous avons défini et qui va en rapport avec notre thème de recherche, c'est la recherche documentaire. Alors ici, nous avons retenu la définition que nous propose l'AFNOR, l'Association française de normalisation, qui définit la recherche documentaire comme une action, une méthode, des méthodes et des procédures ayant pour objet de retrouver dans les fonds documentaires les références des documents pertinents. Moi, j'ai retenu cette définition parce que pour moi, elle est complète. Elle donne la quintessence de ce qu'on entend par recherche documentaire. Mais il y a d'autres définitions qui complètent celle que vous vient de voir. C'est celle qui dit ceci: la recherche documentaire est l'ensemble des techniques et des modalités permettant de sélectionner l'information dans un fonds documentaire structuré en fonction de critères de recherche propres à l'utilisateur, des critères de recherche. Ici, nous avons donc de nouveaux concepts qui s'ajoutent à la définition de l'AFNOR. Ce sont les critères de recherche, à savoir les mots-clés qu'on peut combiner pour affiner la recherche. Toutefois, la recherche documentaire diffère de la recherche d'information qui, elle, tout diffère de la recherche de l'information. Donc, juste après, nous allons voir la différence entre les deux. La recherche d'information et la recherche de l'information. Deux concepts différents. Recherche d'information, c'est l'ensemble des méthodes, des procédures et des techniques permettant, en fonction de critères de recherche propres à l'usager, de sélectionner l'information dans un ou plusieurs fonds de documents, plus ou moins structurés. Et la recherche de l'information, c'est un ensemble de méthodes, de procédures et des techniques ayant pour objet d'extraire d'un document ou d'un ensemble de documents les informations pertinentes. Donc, nous avons retenu la deuxième définition, c'est-à-dire le deuxième concept, recherche de l'information, parce que c'est cette définition, c'est ce groupe de mots qui a un rapport direct avec ce que nous avons comme thème de recherche sur les mêmes Internet. Alors, quelles sont les conséquences des définitions que nous venons de voir avec les mêmes Internet? Toutes ces définitions énoncées plus haut sont dépréciées aujourd'hui par Internet. Parce que la recherche des références des documents, la recherche documentaire bibliographique, recherche documentaire classique, rechercher des documents entiers sous forme numérique, rechercher l'information à travers l'exploitation des documents. Ce qui explique que l'on parle de recherche de l'information sur Internet pour signifier la numérisation du document et la primauté accordée désormais à l'information sur le document, c'est-à-dire le contenant sur le contenu sur le contenant, pardon. Alors, et qu'est-ce que les mêmes sur Internet par rapport à cette conséquence? Les mêmes sur Internet, comment les comprendre et les exploiter? Le chercheur en sciences humaines et en sciences sociales, M. André Guetter, propose une méthode d'analyse narrative des images sociales, dont le même fait partie, en s'appuyant davantage sur le récit qu'elle comporte, explicite ou non, plutôt que sur leur iconographie, bien que ces deux éléments ne puissent être dissociés pendant. Il s'agit donc de rechercher la signification dans l'énoncé ou le contexte du même, effectuer une synthèse du message et la proposition du visuel, se remémorer le message par l'exposition à l'image lorsque le même en est une. Alors, ceci nous amène à retenir quelles sont les astuces et les outils pour éviter les pièges des mèmes. Comment vérifier une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux? Eh bien, premièrement, il faut identifier l'auteur du message. Deuxièmement, se fier aux sources connues. Troisièmement, essayer au maximum de remonter à la source de l'information. Vérifier la date de l'information, de l'image ou de la vidéo. Se méfier des messages choc. Généralement, c'est fait à dessein pour attirer le lecteur ou l'internaute. Ensuite, nous avons donc, il faut réfléchir avant de partager. Généralement, on constate que les internautes, sans même tenir compte de tous les éléments que nous venons d'évoquer, ils se mettent à republier automatiquement
Et puis, ça, le plus souvent, ça devient un buzz. Maintenant, comment vérifier une image ou une vidéo que nous recevons sur Internet? Ben, il faut toujours garder à l'esprit qu'une image ou une vidéo ne sont pas des preuves d'information. Il faut toujours se poser des questions sur le contexte. Ensuite, nous devons vérifier si elle n'a pas été partagée ailleurs avant. Ne pas hésiter à lire les commentaires de la publication parce que généralement ceux qui par exemple, ont déjà visionné une vidéo bien avant nous, une image, peuvent commenter et se dire, tiens, mais ici, il s'agit d'une fausse information parce que celle-ci a été déjà publiée quelque part ou alors ils savent bien la source d'où elle provient. Et enfin, c'est toujours se rappeler que le nombre de partages ou de vues sur une publication n'est pas signe de fiabilité. Alors, donc, de tout ceci, nous avons tiré la conclusion suivante. En définitive, des informations circulent régulièrement dans la presse et dans les réseaux sociaux. Voilà. Dans la presse et sur les réseaux sociaux, sans fondement et sans vérification des sources et des faits. Les internautes sont tellement rapides, réactifs, souvent drôles et pleins d'imagination. Les mêmes Internet en sont une belle preuve. Aussi, les professionnels de l'information, de la documentation, les bibliothécaires sont donc appelés à avoir un maximum de discernement au moment de la recherche de l'information. Il faut donc redoubler de vigilance face aux informations et aux documents provenant des réseaux sociaux. Voilà, j'espère avoir respecté le temps qui m'était imparti. Je vous remercie et je vous retourne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Eluyumba. Merci déjà d'avoir donc d'être resté dans les temps. Voilà, et merci pour cette brillante exposé sur une thématique qui nous parle de nous surtout, donc cet angle d'attaque donc du thème en parlant des mêmes Internet, en commençant une définition conceptuelle de la bibliothèque universitaire, de ce qu'est le rôle du bibliothécaire, du concept de même Internet, de la recherche documentaire, de la recherche d'information et de la recherche de l'information, comme vous l'avez si bien précisé. Vous avez également parlé de la nécessité de comprendre le phénomène des mêmes Internet et surtout, à la fin, vous avez proscrit donc quelques conseils, des astuces et des techniques qui nous permettent donc d'éviter les pièges donc à travers donc la lecture des commentaires et surtout de ne pas se fier sur le nombre de vues, sur le nombre de commentaires pour valider une information. Merci beaucoup, Monsieur Yumba, pour cet exposé. Et voilà, donc à présent, nous allons ouvrir donc la parole aux différents participants pour que chacun puisse, ou quelques-uns, on va dire, puissent donc faire des commentaires, donner des suggestions ou même poser des questions à nos deux intervenants. Donc, nous avons 10 minutes pour le public. Donc, s'il y a des participants qui souhaitent prendre la parole, vous pouvez lever la main, voilà, avec la complicité de Hélène, directement activer votre micro si vous voulez juste prendre la parole. Oui. Chers participants, oui, je vois une main levée. Kofi Kwame, oui, Kofi Kwame, si vous êtes, oui, si c'est bon pour vous, vous pouvez activer votre micro. Oui, bonsoir Donc, à juste tous. 2 minutes. Bonsoir, donc on vous accorde un maximum de 2 minutes, c'est ça? Oui, je vais pas être très long. Je vais juste Allez, poser une question au premier 2 minutes. intervenant, Monsieur Magné, je crois, du Togo. Alors, Monsieur Magné, il a parlé il a parlé de promouvoir. En fait, lui, il promeut un partenariat, c'est-à-dire quand il repense les relations, il parle de partenariat entre le bibliothécaire et les usagers. Alors, moi, ma question, je me dis que oui, c'est vrai.
c'est un partenariat, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il faut veiller au cadrage institutionnel qui doit suivre pour ce partenariat-là. Est-ce que, est-ce qu'il a pensé à cela? Est-ce qu'il prévoit cela? Je parle de cadrage parce que je m'interroge un peu. Je prends par exemple un exemple sur la protection des données des usagers, par exemple. Est-ce que, puisqu'il a dit qu'il fallait qu'on quitte du cadre formel pour aller dans un cadre, un partenariat, donc dans ce partenariat-là, il faudra que le cadrage institutionnel aussi suive. Donc, c'est cela que je voulais ajouter. Maintenant, très rapidement, je me dis aussi comment est-ce qu'on peut susciter l'intervention des usagers. Je m'interroge sur ce point parce que chez nous, traditionnellement, bon, moi je viens de la Côte d'Ivoire, on voit souvent, on se dit que dès qu'on a Internet, ben, les bibliothèques, on peut les fermer parce que on a déjà tout. Donc, dès qu'on a une connexion Internet, lorsqu'une une école se crée, on dit, bon, dès que les étudiants ont la connexion Internet, ce n'est plus la peine de créer, de construire des bibliothèques. Donc, je me dis qu'il faut se poser la question de l'intérêt des usagers. Quel intérêt les usagers ont à aller à la bibliothèque, puisqu'ils savent que l'information, ils peuvent la retrouver sur Internet. Voici un peu ces petites interrogations qui me viennent dans l'esprit pour le moment. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Kofi Kwame, pour votre question. Donc, je pense que M. Maniba a bien pris note. Donc, sa question concerne le partenariat que vous avez évoqué entre le bibliothécaire et l'usager. Donc, l'établissement donc d'un cadre institutionnel donc de ce partenariat-là. Il a également parlé de l'intérêt de l'usager à aller toujours à la bibliothèque si tout est disponible à travers donc le numérique. Donc, M. Manim, vous aurez donc l'occasion de répondre donc, à toutes ces questions avant votre mot de la fin. Oui, donc on passe toujours la parole aux intervenants, aux participants. Bon, s'il y a d'autres participants qui souhaitent prendre la parole, donc toujours pour des questions, des suggestions ou commentaires concernant les deux intervenants ou concernant le thème en général, vous pouvez directement euh, lever la main. Oui. Oui. Nous avons une audience très timide, je crois. Oui, pour ceux qui souhaitent intervenir, ou sinon on passe donc directement la parole à M. Manim pour Oui, oui. qu'il puisse déjà répondre à la question et nous allons continuer. Oui, Je M. pense qu'il y a Manim. Chantal qui lève la main, hein. Oui, d'accord, d'accord. Ok, Chantal, c'est... Bonjour, bonjour tout le monde. Oui, Alors, c'était déjà pour vous féliciter pour cette brillante présentation qui est une problématique réelle, hein. C'est-à-dire que quand je prends du recul dans mon contexte, j'ai des enseignements sur ces questions de recherche d'informations, recherche documentaire, recherche bibliographique, et effectivement, à l'ère du numérique, on va me dire l'IA, l'IA vient nous bousculer là. Et vraiment, je suis très, euh, comment on va dire ça? Je suis très surprise de, de de la qualité de votre présentation et je pense que nous devons dire un grand merci au réseau AIFBD parce que cette interactivité, je crois qu'il faut qu'il y ait une périodicité, que la périodicité soit un peu plus régulière, on va dire ça, c'est ce que je voulais proposer. C'est vrai que ça demande un gros travail en back-office, mais je vais tout simplement vous dire un grand bravo. J'ai beaucoup appris aussi. Je n'ai pas de questions particulières. Je voulais tout simplement vous féliciter pour ce grand travail. Et je crois que en- on va envisager, on va voir comment on peut multiplier ce genre d'initiatives parce que on est tous à l'école. Merci. merci. D'accord. Merci beaucoup à vous, Chantal Moukoukou,
pour votre intervention, pour les commentaires également. Je pense que la présidente a bien pris note concernant le point de la périodicité. Voilà, donc voilà. Merci beaucoup encore une fois. Oui, on prend un autre participant. S'il y a quelqu'un Euh, d'autre qui souhaite intervenir, oui. euh, oui, oui. J'essaie de trouver le petit bouton pour lever la main, mais j'arrive pas à le Oui, voir. c'est Donc, je sais bon. pas si je peux parler. Martin, Oui. oui, Martin Annika, allez-y. Ok. Donc, moi, je suis Martin Arnican. Je travaille chez un éditeur de logiciels de gestion de bibliothèque à Lille, en France, qui s'appelle Archimède. Du coup, j'ai été longtemps formateur en bibliothéconomie et aussi sur notre logiciel Syracuse. Donc, c'est un logiciel qui permet de gérer les bibliothèques et centres de ressources documentaires. Et du coup, bon, là, on a Hélène qui dit que Lille, c'est sa ville natale. Donc, j'avais aussi eu la chance, enfin, j'interviens aussi à l'Université de Lomé où je donne des cours aux étudiants de l'ISICA. Donc, la bibliothèque universitaire, j'ai eu la chance de la visiter en 2024 quand j'étais là pour les cours. Donc, voilà, c'était pour vous féliciter déjà par rapport à vos différentes interventions sur les différents sujets. Donc, moi, ma question, elle est, je pense, enfin, là, elle est à à monsieur du Gabon, j'ai pas retenu Monsieur son Yumba. prénom, je pense à monsieur Yumba, hein, c'est ça, qui est Oui. responsable. Donc, donc voilà, sur ce coup, moi, je souhaitais savoir, hein, est-ce que vous utilisez des systèmes SIGB, par exemple, pour la gestion de la bibliothèque et surtout si vous avez des ressources numériques? Et comment est-ce que les étudiants, ils arrivent est-ce que les étudiants sont autonomes par rapport à ces outils-là? Si vous les formez souvent, par exemple, à ce qu'ils savent utiliser ces différents outils ou si ma question, je ne l'ai pas bien formulée, hein, mais c'est pour savoir si vous avez des ressources numériques et si les étudiants sont autonomes sur ces différents outils. Merci. Donc, Merci à vous. Monsieur Yumba, également. Oui, merci beaucoup. Monsieur Martin Annika. Monsieur Yumba, je pense que vous aurez également le temps de répondre à cette question avant de donner également vous aussi votre mot de la fin. Oui, d'autres participants, si d'autres participants souhaitent intervenir, poser des questions ou faire des commentaires. Oui. Donc, on va peut-être prendre deux dernières interventions avant de repasser la parole, on va dire, à nos deux intervenants. Oui, OK. Ah, j'ai pas vu de main levée jusque-là. Donc, je propose que l'on avance directement. Donc, Monsieur Manim, si vous êtes là, je pense que vous pouvez répondre à la question donc de Monsieur Kwame. Merci, cher Monsieur Comi, pour la question. D'abord pour la contribution, en parlant de partenariat, il a, il a ajouté quelque chose à mon exposé. D'abord, merci beaucoup. Il posait la question, je pense que si je ne me trompe pas, il posait la question de savoir est-ce encore la peine d'aller encore dans une bibliothèque si on a tout en ligne? Je ne sais pas si c'est la question. Et c'est la seule où Oui, il y a une seconde question. Je pense que c'est la seule, à moins que je ne me trompe. oui, Oui. oui. Je pense Bon, que pour celui-là. répondre. Allô? Alors oui, je pense qu'il a surtout parlé de l'opérationnalisation de ce partenariat bibliothécaire-usager dont vous avez parlé, Oui. le fait Oui. voilà, dans le concret, comment ça doit se Ouais. passer et le cadre institutionnel qui doit être mis en place. Oui, bon. En fait, quand je parlais des partenariats entre le bibliothécaire et les usagers, surtout que ce soit les étudiants comme les enseignants, j'ai bien souligné. Pour les enseignants, c'est un co-travail. Le bibliothécaire ne travaille plus pour l'enseignant, mais il travaille avec l'enseignant. L'enseignant vient, il dit, j'ai besoin de tant, 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 tant.
il aide l'enseignant à aller là où se trouve l'information, comment chercher l'information. Il ne va pas aller chercher l'information pour dire oui, prends, ça c'est l'information. Pas pour souligner ça. Maintenant, au niveau de la collaboration avec les étudiants, souvent, ils viennent à la bibliothèque, ils disent pour chercher une information. Ils viennent pour un objectif précis. Donc, le bibliothécaire connaît mieux les étudiants qui viennent régulièrement ou qui viennent travailler à la bibliothèque. Donc, c'est ensemble avec eux, ils demandent quels sont les, je pense que j'ai souligné ça ailleurs, qu'est-ce que vous avez besoin, comment on peut vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. Et c'est ensemble avec eux, les étudiants vont dire, oui, c'est voilà, nous voulons tant, nous voulons tant, nous voulons tant. Eux aussi, ils vont faire des suggestions et c'est ensemble avec les étudiants et avec les enseignants qu'ils vont ensemble travailler dans une bibliothèque. Sans ça, je parle de partenariat entre le bibliothécaire et non seulement avec les enseignants, mais aussi avec les étudiants. Et ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, il pense qu'il demande pourquoi aller dans une bibliothèque si nous avons tout sur l'Internet. À cette question, au-delà de tout ce que nous allons dire, le numérique ne peut jamais remplacer invalablement et entièrement une bibliothèque. C'est-à-dire le livre, au-delà de tout ce que nous allons dire, le livre physique a toujours sa place et son importance au détriment du livre numérique. Nous tous connaissons l'importance du livre physique. Au moins, avec ça, on peut feuilleter ensemble, on peut se déplacer avec lui, tant. On n'a pas besoin de la connexion, pour utiliser ça d'un lieu ou à un autre. Ça, c'est le premier avantage. On a besoin des ressources pour aller à la bibliothèque, pour avoir des sources fiables. Je pense que j'ai souligné ça dans mon exposé. Il faut d'abord aller dans une bibliothèque et bénéficier de l'expertise du bibliothécaire parce que c'est lui qui peut t'orienter. Ça, c'est une source fiable parce qu'il faut d'abord faire le distinguo entre une source fiable et une source non fiable. Et c'est le bibliothécaire qui est plus, je pense, selon moi, habilité dans une bibliothèque universitaire à t'orienter vers des sources plus fiables pour ne pas avoir des informations fausses, si je peux me le permettre. Donc, il va à la bibliothèque aussi pour bénéficier de l'environnement de la bibliothèque. Un lieu calme pour mieux travailler, comme nous tous nous le savons, un lieu calme propice pour la concentration et pour aussi travailler. Et l'accès à des collections physiques, comme je venais de le dire, les collections physiques ont toujours leur importance au-delà de tout ce qui est au-delà de l'évolution de la technologie ou des documents numériques. Les collections physiques ont toujours leur importance. Je ne sais pas si j'ai répondu quand même à ces questions. Bon, voici de façon un peu ramassée quelques réponses. Merci beaucoup, M. Manim. Je pense que vous pouvez en profiter pour délivrer votre mot de la fin. Avant que, oui, je pense qu'après M. Yumba, nous allons passer la parole à la présidente avant de clôturer. Oui, allez-y, Alors, mot de la fin. merci. Vraiment, ce fut vraiment un honneur, un plaisir pour moi de prendre part à ce webinaire. D'abord, je félicite d'abord l'association et je pense que je m'efforcerai peut-être dans les jours, je ne sais pas, je prendrai quand même ma tâche avec vous pour faire partie intégrante de l'association parce que je suis vraiment émerveillé de l'association, des objectifs surtout de l'association. L'association, vraiment, je pense qu'ils sont dans la formation, dans le recyclage et dans la promotion du métier. Et donc, je passe par ce canal pour dire d'abord merci à l'initiative, l'initiative que vous avez prise. Merci à la présidente et à la section visibilité de l'Association internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes. Recevez tous mes salutations et je pense que, bon, désormais, je ferai partie intégrante de l'association et ensemble, nous allons cheminer pour l'évolution de l'association. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Manim.
Merci beaucoup. Oui, je pense qu'on peut directement passer à Monsieur Yumba si vous êtes là. Oui. Oui, oui, je suis là. Oui, ce n'est pas Mhm. pour vous interrompre, mais je pense que l'école d'été qui va se dérouler à Dakar au Sénégal, tout le réseau francophone, nous vont me mobiliser pour la prochaine école d'été en mai, début mai. L'AIFBD va sûrement communiquer à propos. Merci. D'accord, merci pour D'accord. cette information. Oui, Monsieur Yumba. Oui, très bien, merci. Euh, j'ai bien suivi l'intervention de notre ami Martin Anika, là, qui est du côté de Lille. J'ai été aussi séjourné à Lille pendant une année là. Alors, donc, il nous posait la question de savoir comment est-ce que la bibliothèque de l'Université Omar à Libreville au Gabon j'ai fonctionné en termes de numérique, en termes de SGBD. Je veux dire, nous avons un logiciel documentaire, un logiciel qui gère notre fonds documentaire, c'est le logiciel PMB. Je ne vais pas développer tout ce qui tourne autour de ce logiciel qui est connu à travers le monde. Donc, c'est le logiciel qui gère le fonds documentaire de la bibliothèque universitaire en termes de prêts, de consultation, etc. Bon, maintenant, dans la deuxième partie de la question du collègue, il évoquait les ressources numériques utilisées par les étudiants. Oui, mais les étudiants, c'est une variété de personnes. Nous recevons des étudiants qui viennent de l'intérieur du pays, des étudiants qui vivent à Libreville, mais qui est à ce qu'on appelle une sorte de fracture numérique. Euh, Ceux qui viennent de l'intérieur du pays, généralement, ne maîtrisent pas les outils, ce qu'on appelle régulièrement les espaces numériques de travail, l'ENT. Mais au fur et à mesure, justement, c'est ça notre rôle. C'est ce que je disais tout à l'heure dans mon exposé. Nous jouons le rôle de médiateur, nous jouons le rôle de formateur. Nous faisons en sorte que ces étudiants puissent s'approprier l'outil informatique, s'approprier les plateformes de recherche de l'information, de recherche documentaire, de l'accès à des revues spécialisées qui sont soit ici à la bibliothèque en ligne, soit sur par exemple, Sudoc. Voilà, il y a quelqu'un qui parle. Mais je suis toujours connecté là, s'il vous plaît. Oui, 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 oui. D'accord, merci. Merci, Martin. Donc, je disais, on leur apprend à faire usage de ces outils. Hein, comment faire la recherche sur Google, Google Scholar. Nous avons donc des moteurs spécialisés, notamment des catalogues tels que celui de SIDOC. Et en ce Oui, moment, avec l'administration centrale de l'université, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut prendre attache avec les Kern, par exemple. Kern qui fournit beaucoup de documents en ligne. université. Nous avons, par exemple, l'université d'Alexandrie qui nous propose également une connexion avec la possibilité de nous connecter sur leur base de données et de consulter en ligne les documents qui sont à leur niveau. Donc, en termes de ressources numériques utilisées par nos étudiants, nous sommes à ce niveau-là et nous n'hésitons vraiment pas du tout à leur venir en aide, à leur proposer des plateformes, à leur proposer justement, comme je disais tout à l'heure, à ne pas se fier à la première information qui arrive. Toujours faire le point, toujours faire euh, euh, objet d'une vérification avant de prendre en compte tout ce qui arrive. Tout ce qu'on se retrouve sur Google, ce n'est pas toujours la bonne information. Il faut aller rechercher la bonne information sur les bonnes sources, sur les bons outils. Donc, en matière de ressources numériques utilisées par nos étudiants, Oui, nous leur proposons ce que je venais d'évoquer tout à l'heure, notamment les plateformes numériques, les plateformes liées à la recherche de l'information, etc. Voilà, merci. Je ne sais pas si je... Oui, oui, bon, c'est bon, si, Monsieur Yumba, oui. Oui. Peut-être avant que, je sais pas, avant que vous ne donnez votre mot de la fin, je vois une main levée. Si c'est une question qui vous est adressée, vous pouvez répondre après, tout juste après clôturer. Donc, donnez votre mot de la fin. Donc, je vois D'accord. Sogo Anne, si vous êtes là, vous pouvez activer votre micro et j'espère que, voilà, c'est une question,
c'est un commentaire, une suggestion ou peut-être une question adressée à Monsieur Yumba avant que l'on termine. Sogo Anne, si vous êtes là, vous pouvez activer votre micro. Oui, je pense pas qu'il est avec nous. Vous me suivez? Oui, oui, on vous reçoit. Oui, Allez. oui, oui. Bonsoir, c'est Togo Anne depuis le Cameroun. Bon, voilà, je voulais juste apporter de l'eau au moulin à l'intervention du premier intervenant. Lorsque l'on a posé la question de savoir pourquoi la bibliothèque physique lorsqu'on a Internet. Aujourd'hui, je veux juste souligner que la bibliothèque physique, en fait, est ce lieu qui garantit aujourd'hui l'égalité d'accès au savoir à tous. Avec la fracture numérique, on a l'étudiant pauvre, on a l'étudiant riche. L'étudiant pauvre, en fait, ne peut pas se donner le pouvoir je vais dire quoi, de s'abonner à des ressources fiables en ligne par rapport à l'étudiant riche. Alors qu'à la bibliothèque, on a souvent Internet qui est gratuit, où les étudiants peuvent venir travailler. On a la ressource physique dont l'étudiant n'a pas connaissance. Parce que l'étudiant qui va sur le numérique, il va demander quelque chose, c'est que lui, il connaît. Pourtant, quand il va à la bibliothèque, il va découvrir. Donc, je pense que la bibliothèque physique, en fait, au-delà de tout, c'est la meilleure option. Donc, on ne doit même pas poser la question de savoir pourquoi le numérique, pourquoi la bibliothèque physique alors qu'on a le numérique. La bibliothèque physique, pour moi, reste le lieu d'égal accès au savoir pour tous les étudiants. Donc, c'était ma modeste contribution. Merci. Merci beaucoup. Merci, Sogohan. Et de ce pas, nous allons remettre la parole à M. Yumba pour son mot de la fin. Merci. Oui, Oui. allez-y. Merci. Je prends la balle au bon, la conclusion que Anne venait de nous proposer. La bibliothèque universitaire ou la bibliothèque de façon générale, ben, c'est le lieu où on retrouve la connaissance et le savoir. Euh, on vient à la bibliothèque aujourd'hui, c'est pour non seulement se connecter à un réseau Internet, mais également à se ressourcer, aller à avoir les documents physiques. Parce que le document physique, généralement, c'est celui qui a l'information fiable et viable. Alors, sur ce, moi, je voudrais, pour conclure, remercier euh, l'Association internationale francophone des bibliothécaires documentalistes pour cette initiative. Nous espérons qu'elle sera renouvelée. Et comme je le disais dans mon propos liminaire, nous avons la grâce de prendre part à ce premier webinaire. Nous espérons que d'ici mars, avril, avant la fin de l'année académique, nous aurons encore 2 ou 3 autres webinaires avant l'école d'été, évidemment, pour ces échanges, pour nous entretenir comme nous sommes en train de faire, parce qu'on apprend tous les jours. Hein. Moi, personnellement, malgré mon expérience, malgré tant d'années passées dans la profession, mais on apprend tous les jours. Et vous savez, nous savons tous que la doc, c'est un peu comme l'informatique, tout varie tous les jours. Tous les jours, nous avons une nouvelle information. Tous les jours, nous avons des nouvelles propriétés. Tous les jours, nous avons des nouvelles choses que nous devons apprendre et nous devons être donc au parfum de l'information et la partager avec les amis, les collègues et les usagers. Encore une fois, merci beaucoup pour cette initiative. Nous espérons, nous souhaitons renouveler et nous tenons toujours à votre disposition, Madame la Présidente, et tout le staff de l'association. Merci et bonne soirée, bonne continuation à nous tous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Yumba. Encore une fois, merci pour votre brillante intervention et ainsi que ce partage d'expérience qui a été au profit de chacun des participants donc ici présents. Merci beaucoup. Oui, je pense que là, nous ne sommes pas loin de la fin. Si donc la présidente est là, donc on va donc lui donner la parole pour sa dernière intervention, donc pour également la clôture donc officielle de cette séance. Madame la Présidente, si vous êtes avec nous, je pense qu'elle n'est plus en ligne. Oui,
pense qu'elle n'est plus en ligne. Non, je crois qu'on l'a perdu. Oui, on l'a perdu. Malheureusement, malheureusement, on l'a perdu. Ah oui, Alors, Daniel a envoyé un message pour dire qu'il y a une coupure. ah oui, ah oui. Ah. Peut-être si un membre de l'organisation, je ne sais pas si ça sera vous, Hélène ou Selwan, si vous pouvez également prendre la parole pour peut-être des mots de clôture, parler euh, pour toute l'équipe de l'AIFBD. Si vous pouvez aussi parler de ça, allez-y, Hélène ou Selwan, Selwan Ali, ou Hélène, ou voilà, Selman Foumei. Oui, je ne Oui, sais pas allez. si Selwan ou Esnam voudraient prendre la Mhm. parole. Tu l'as déjà, Hélène, vas-y. Ah, ok, bon, ben, simplement, en voyant l'heure qu'il est, je voudrais vous remercier à tous et à toutes d'être venus. Un grand, grand merci à Garang pour avoir modéré cette session. Un grand merci à nos participants et à nos intervenants également. N'hésitez pas à rester en contact avec l'AIFBD. Notre section visibilité va organiser d'autres webinaires d'ici en 2026. N'hésitez pas à revenir, revenir nous voir. Ah, Martin a une petite question. Allez-y, Martin. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, si. Ok, je souhaite savoir si vous avez par exemple une liste de diffusion ou plutôt tout simplement les adresses mail des uns et des autres, au cas où on a des différents sujets à partager par exemple. Alors nous avons l'AIFBD a une adresse de diffusion où ils envoient des messages à leurs membres. Euh, et c'est la seule adresse, il me semble, qui existe. D'accord, Oui, donc si vous avez des événements ou des choses à partager, vous pouvez toujours contacter. Si vous me laissez 2 secondes, je peux mettre l'adresse email de l'IFBD ou si quelqu'un peut la mettre dans le chat, si quelqu'un l'a, mais sinon ça me prendra 2 secondes. ou je Si peux. vous avez des choses à partager, vous pouvez les contacter. Et pour être tenu au courant de tout ce qui se passe au sein de l'IFBD, je conseille de devenir membre. C'est pas très cher. Et il y a beaucoup de choses qui se font, notamment au mois de mai, l'école d'été au Sénégal. D'accord. Voilà. En tout cas, merci encore à tout le monde. Euh, et, euh, Voilà. et je vous remercie. Voilà. Je vais juste Merci. prendre 2 secondes pour mettre l'adresse email. D'accord, Hélène, donc nous vous l'accordons. Alors, je vous inviterai également à activer tous votre caméra, si possible, au maximum pour que nous puissions prendre donc une photo que l'on va également diffuser dans nos réseaux. Voilà, donc